La demoiselle de compagnie. Et vous, Dr. Lloyd? Demanda Miss Elliot. Vous ne connaissez aucune histoire terrifiante. Elle lui sourit. De ce sourire qui ensorcelait chaque soir au théâtre tant de spectateurs. Jane Elliot était parfois qualifiée de plus belle femme d'Angleterre et ses consoeurs jalouses avaient l'habitude de dire « Bien sûr, Jane n'est pas une artiste, elle ne sait pas jouer, si vous voyez ce que je veux dire, mais elle a des yeux... » Et ses yeux étaient fixés en cet instant sur le célibataire grisonnant qui prodiguait depuis 5 ans ses soins aux malades de Sainte-Marie-Mead. D'un geste machinal, le médecin tira sur son gilet, qui avait tendance depuis quelque temps à le serrer de façon très désagréable, et se creusa l'esprit pour ne pas décevoir la ravissante créature qui s'adressait à lui avec tant de confiance. « Ce soir, reprit Jane sur un ton pensif, j'aimerais me vautrer dans le crime. »« Épatant, épatant !» s'exclama son hôte, le colonel Bantry. « N'est-ce pas, Dolly ?» dit-il avec un rire de militaire joyeux et tonitruant. Rappelée à ses devoirs d'hôtesse, sa femme, qui rêvait à ses plantations de printemps, approuva avec enthousiasme. « Bien sûr que c'est épatant, dit-elle de tout cœur, mais distraitement. Je l'ai toujours pensé. »« Vraiment, ma chère ?» dit la vieille Miss Marple, l'œil pétillant. « Voyez-vous, Miss Elliot, il se passe peu de choses horribles à Sainte-Marie-Mead, et il se commet encore moins de crimes, affirma le docteur Lloyd. « Vous me surprenez, déclara Sir Henry Clittering, en se tournant vers Miss Marple. Notre amie ici présente m'a toujours laissé entendre que Sainte-Marie-Mead était un véritable foyer de crimes et de vices. »« Oh, Sir Henry, protesta Miss Marple, tandis que le rouge lui montait aux joues. Je suis certaine de n'avoir jamais rien affirmé de tel. La seule chose que j'ai dite, c'est que la nature humaine est la même dans un village que partout ailleurs, mais que dans un village, on a l'occasion et le loisir de l'étudier de plus près. Mais vous n'avez pas toujours vécu ici, reprit Jane Elliot, s'adressant toujours au médecin. Vous avez vécu dans toutes sortes d'endroits bizarres du monde, des endroits où il se passe des choses. Oui, bien sûr, dit le docteur Lloyd en réfléchissant désespérément. Oui, bien sûr, oui. Ah ! J'en tiens une. Il s'enfonça sur son siège avec un soupir de soulagement. Elle remonte à plusieurs années. Je l'avais presque oubliée. Les faits étaient étranges, très très étranges, et la coïncidence finale qui m'en apporta la clé fut aussi très étrange. Miss Elliot rapprocha son fauteuil, se remit du rouge à lèvres et attendit pleine d'espoir. Les autres le regardaient aussi avec intérêt. « J'ignore si l'un de vous connaît les Canaries. »« Ce sont des îles magnifiques, » s'exclama Jane Elliot. « Elles se trouvent dans les mers du Sud, n'est-ce pas ? Ou dans la Méditerranée. » « J'y ai fait escale un jour alors que je me rendais en Afrique du Sud, » remarqua le colonel. « Au soleil couchant, le pic de Ténériffe est de toute beauté. L'histoire que je vais vous raconter ne s'est pas déroulée à Ténériffe, mais dans la Grande Canarie. Il y a de ça bon nombre d'années maintenant. Des problèmes de santé m'avaient contraint à abandonner ma clientèle en Angleterre pour partir à l'étranger. J'exerçais à Las Palmas, la plus grande ville de Grande Canarie. La vie là-bas me plaisait de bien des façons. Le climat était doux et ensoleillé, on pouvait faire du surf et se baigner, je suis un nageur impénitent, et l'animation du port était très attrayante. Des bateaux du monde entier font escale à Las Palmas. J'avais pris l'habitude d'arpenter le môle tous les matins, avec beaucoup plus d'intérêt qu'un membre du beau sexe se promenant dans une rue bordée de boutiques de chapeaux. Et comme je l'ai dit, les navires relâchent à Las Palmas, quelquefois pour quelques heures, quelquefois pour un jour ou deux. Au Métropole, le principal hôtel, on peut voir des gens de toute race et de toutes les nationalités, des oiseaux de passage. Même les gens qui vont à Ténériffe s'arrêtent généralement là quelques jours avant de passer sur l'autre île. C'est là que mon histoire commence, à l'hôtel Métropole, un jeudi soir de janvier. J'étais attablé avec un ami à regarder les gens danser. Il y avait bien quelques Anglais, des ressortissants d'autres nationalités, mais les danseurs étaient en majorité espagnols. Quand l'orchestre attaqua un tango,
Seule une demi-douzaine de couples de cette nationalité se lança sur la piste. Ils dansaient tous bien et nous les admirions. Une femme en particulier souleva notre enthousiasme. Grande, belle, souple. Elle se mouvait avec la grâce d'une panthère à demi sauvage. Elle donnait une impression de danger. J'en fis part à mon ami qui tomba d'accord avec moi. Les femmes de ce genre ont forcément une histoire, me dit-il. La vie ne peut pas les ignorer. La beauté peut être dangereuse, dis-je. Ce n'est pas seulement la beauté, insista-t-il. Il y a autre chose. Regardez-la bien. Cette femme doit forcément se trouver entraînée dans des aventures ou les provoquer. Comme je l'ai déjà dit, la vie ne peut pas l'ignorer. Des événements étranges et excitants l'attendent. Il suffit de la regarder pour le comprendre. Il s'arrêta puis ajouta avec un sourire. Comme il suffit de regarder ces deux femmes, là-bas, pour comprendre que rien ne peut leur arriver qui sorte de l'ordinaire. Elles sont faites pour une vie paisible et sans histoire. Je suivis son regard. Les deux femmes étaient des passagères d'un paquebot de ligne qui venait d'arriver l'après-midi. Je saisis tout de suite ce que mon ami avait voulu dire. C'étaient deux Anglaises, de ces charmantes et typiques Anglaises qu'on rencontre à l'étranger. Elles devaient avoir autour de 40 ans. L'une était petite, blonde et juste un peu trop enveloppée. L'autre était brune et un peu... de nouveau, juste un peu trop maigrelette. Elles étaient ce qu'on appelle bien conservées, habillées simplement et sans ostentation de tweed bien coupé, et vierges de toute espèce de maquillage. Elles avaient la tranquille assurance de toute Anglaise de bonne famille. Elles n'avaient rien de remarquable. Elles ressemblaient à des milliers de leurs sœurs. Assistées du bête-cœur, elles verraient sans aucun doute tout ce qu'elles voulaient voir, et resteraient aveugles à tout le reste. Elles fréquenteraient la bibliothèque anglaise et l'église anglicane, partout il s'en trouverait une, et il était probable que l'une ou l'autre, ou toutes les deux, dessinaient un peu. Comme l'avait dit mon ami, rien d'intéressant ni d'extraordinaire ne leur arriverait jamais, même si, vraisemblablement, elles faisaient le tour du monde. Je regardais de nouveau l'Espagnole à la grâce sinueuse, aux yeux mi-clos provoquants, et je souris. « Pauvre créature !» soupira Miss Elliot. « À mon avis, c'est stupide de ne pas tirer le meilleur parti de ce qu'on a. Cette femme, dans Bond Street Valentine, est extraordinaire. Audrey Denman va chez elle. Vous l'avez vue dans La Pente Fatale? Elle est merveilleuse en écolière au premier acte. Et pourtant, Audrey a bien la cinquantaine. En fait, je viens d'apprendre qu'elle serait plus près de 60. Poursuivez, docteur, dit Mrs. Bantry. J'adore les histoires de danseuses espagnoles ondulantes. J'en oublie mon âge et mes rondeurs. Désolé, s'excusa le docteur Lloyd, mais l'espagnol ne fait pas partie de mon histoire. Ah bon? Non. Il se trouve que nous avions tort, mon ami et moi. Rien d'excitant le moins du monde n'est arrivé à la beauté espagnole. Elle a épousé un commis de compagnie maritime et quand j'ai quitté l'île, elle avait 5 enfants et beaucoup grossi. Tout comme la fille d'Israël Peters, remarqua Miss Marple. Celle qui est montée sur les planches et qui avait de si belles jambes qu'on lui donnait le rôle masculin principal dans le spectacle de Noël. Tout le monde croyait qu'elle allait mal tourner, mais elle a épousé un voyageur de commerce et mène une vie parfaitement normale. Le parallèle villageois, murmura Sir Henry. Non, reprit le praticien. Mon histoire concerne les deux Anglaises. Il leur arriva quelque chose? Demanda Miss Elliot. Il leur arriva quelque chose dès le lendemain. Et quoi donc? Demanda Mrs. Bantry. Par curiosité, en partant ce soir-là, je jetai un coup d'œil au registre de l'hôtel. Je trouvai leurs noms sans difficulté, Miss Mary Barton et Miss Amy Durant, de Little Paddocks, Cocton Ware, comté de Buckingham. J'étais loin d'imaginer alors que je rencontrerais de nouveau ces personnes et dans d'aussi tragiques circonstances. Le lendemain, j'avais projeté de faire un pique-nique avec mes amis. Nous devions aller en voiture déjeuner à l'autre bout de l'île, dans un endroit qui s'appelle, pour autant que je m'en souvienne, il y a si longtemps, Las Nieves, une crique bien abritée où nous pouvions nous baigner si l'envie nous en prenait.
C'est ce que nous fîmes, excepté que, partis plus tard que prévu, nous nous arrêtâmes en route pour pique-niquer et poussâmes ensuite jusqu'à Las Nieves pour nous baigner avant l'heure du thé. En approchant de la plage, nous entendîmes un épouvantable vacarme. Toute la population de ce petit village semblait s'être rassemblée sur le rivage. Sitôt qu'ils nous virent, les gens se ruèrent sur notre voiture pour nous donner des explications. Comme nous ne parlions pas très bien l'espagnol, il me fallut un bon moment pour comprendre de quoi il s'agissait. 2 de ces Anglais stockés s'étaient baignés, et l'une des deux, ayant nagé trop loin, s'était trouvée en difficulté. L'autre avait tenté de lui porter secours, mais elle avait été trahie par ses forces, et elle se serait noyée si un homme n'était arrivé en barque et n'avait ramené à terre la sauvée et son sauveteur, la première ayant dépassé le stade où l'on a besoin d'aide. Ainsi renseigné, j'écartai la foule et me précipitai sur la plage. Tout d'abord, je ne reconnus pas les deux femmes. La silhouette rondelette en costume de bain de Jersey et bonnet de caoutchouc vert n'éveilla en moi aucun souvenir. Agenouillée à côté de son amie, elle tentait en amateur de pratiquer la respiration artificielle. Quand je lui appris que j'étais médecin, elle poussa un soupir de soulagement et je lui conseillai d'aller se sécher dans l'une des maisons de pêcheurs et de changer de vêtements. L'une de mes amies l'accompagna. Et de mon côté, je m'acharnai en vain sur le corps de la noyée. Elle ne donnait visiblement plus signe de vie et, à contre-cœur, je fus obligé d'abandonner. Je rejoignis les autres dans la maison et je dus leur annoncer la triste nouvelle. Quand elle avait remis ses vêtements, je reconnus dans la rescapée l'une des deux arrivantes de la veille. Elle accueillit la nouvelle assez calmement, visiblement plus frappée par l'horreur de tout ça que personnellement très émue. « Pauvre amie, disait-elle, pauvre amie. Elle était si contente de pouvoir se baigner, c'était une si bonne nageuse, je n'y comprends rien. Que pensez-vous qu'il se soit passé, docteur ?»« Oh, une crampe, peut-être. Voulez-vous me raconter exactement ce qui est arrivé ?» Nous nagions toutes les deux depuis un certain temps, une vingtaine de minutes, je dirais. J'ai eu envie de rentrer, mais elle a voulu continuer à nager, ce qu'elle a fait. Puis soudain, je l'ai entendue crier et j'ai compris qu'elle appelait à l'aide. J'ai nagé aussi vite que possible. Elle surnageait encore quand je l'ai rejointe, mais elle s'est accrochée si furieusement à moi que nous avons coulé toutes les deux. Sans l'homme qui est arrivé avec son bateau, je me serais noyé moi aussi. C'est souvent le cas. Il n'est pas facile de sauver quelqu'un qui se noie. Quelle horreur! Nous avons débarqué hier, et nous étions si heureuses de ces petites vacances, du soleil. Et maintenant, cette effroyable tragédie. Je lui demandai des renseignements sur la défunte, en lui expliquant que je ferais tout ce que je pourrais, mais que les autorités espagnoles me réclameraient des précisions. Elle me les donna assez volontiers. Miss Amy Durant était sa demoiselle de compagnie depuis 5 mois. Elle s'entendait très bien, mais Miss Durant lui avait peu parlé de sa famille. Orpheline très jeune, elle avait été élevée par un oncle et gagnait sa vie depuis l'âge de 21 ans. Et voilà l'histoire. Et voilà l'histoire, répéta-t-il après un silence, mais cette fois avec une certaine fermeté. Je ne comprends pas. C'est tout ? Dit Jeanne Hélier. Je veux dire, c'est tragique certainement, mais ce n'est pas ce que j'appelle terrifiant. Je pense qu'il faut attendre la suite, intervint Sir Henry. Oui, confirma le docteur Lloyd. Il faut attendre la suite. À ce moment-là, déjà, il y avait quelque chose d'étrange. Évidemment, j'avais posé des questions aux pêcheurs, à tous ceux qui avaient été témoins de l'accident. Une femme m'avait raconté une histoire bizarre à laquelle je n'avais pas prêté attention sur le coup, mais qui me revint plus tard. Elle prétendait qu'au moment où elle avait hélé son amie, Miss Durant n'était pas en difficulté. D'après elle, elle l'aurait rejointe et lui aurait délibérément maintenu la tête sous l'eau. Comme je vous l'ai dit, je n'avais pas fait très attention à cette histoire. C'était si extravagant et, vu de la plage, les choses pouvaient paraître aussi différentes. Miss Barton avait peut-être tenté de faire perdre conscience à son amie en voyant que celle-ci allait les faire couler toutes les deux dans son affolement. À en croire cet Espagnol, on aurait dit que... Ma foi, c'était comme si Miss Barton avait délibérément cherché à noyer sa compagne. Et comme je vous l'ai dit, je ne prêtais pas attention à ce témoignage. Il me revint ultérieurement. Il fut très difficile de trouver des renseignements sur Miss Durant.
Elle paraissait n'avoir aucun parent. Nous fouillâmes ses bagages, Miss Barton et moi. Nous trouvâmes une adresse, à laquelle nous écrivîmes, mais il apparut que c'était seulement celle d'une chambre où elle avait entreposé des affaires. La propriétaire ne savait rien, ne l'avait vue qu'une fois, le jour où elle avait loué la chambre. Miss Durant avait déclaré alors qu'elle aimait avoir un endroit bien à elle, où elle pouvait venir à tout moment. La pièce contenait 2 ou 3 jolis meubles anciens, une malle bourrée de bric-à-brac et quelques numéros reliés d'une revue d'art, mais aucun objet personnel. Elle avait expliqué à la propriétaire que son père et sa mère étaient morts aux Indes, quand elle était encore enfant, et qu'elle avait été élevée par un oncle pasteur, mais elle n'avait pas précisé s'il s'agissait du frère de sa mère ou de son père, si bien que le nom ne pouvait pas nous servir de guide. Tout cela n'avait rien de très mystérieux, c'était simplement peu satisfaisant. Beaucoup de femmes, seules, fières et réservées, devaient se trouver dans le même cas. Dans ces affaires à Las Palmas, on avait trouvé 2 vieilles photos jaunies qui avaient été reniées pour s'adapter à leur cadre, si bien que le nom du photographe avait disparu, ainsi qu'un vieux daguerréotype représentant sa mère, ou plutôt sa grand-mère. Elle avait fourni 2 références à Miss Barton. Celle-ci ne se rappelait plus d'où venait la première et elle finit, après un effort, par retrouver le nom de l'autre. Il s'agissait d'une dame qui, depuis, était partie pour l'Australie. On lui écrivit. Sa réponse, qui fut longue à arriver, ne nous fut pas d'un grand secours. Elle avait eu Miss Durant comme dame de compagnie, l'avait trouvée charmante et très efficace, mais ne savait rien de sa vie ni de sa famille. Comme je l'ai dit, cette affaire n'avait rien d'extraordinaire, en fait. Mon malaise tenait à l'addition de 2 choses. Cette Amy Durant dont nous ne savions rien, et l'étrange histoire de la dame espagnole. Et j'en ajouterai une 3e. Quand je m'étais penché la première fois sur le corps, Miss Barton, qui se dirigeait vers les maisons, s'était retournée. Elle s'était retournée avec une expression d'angoisse poignante. Je ne vois pas comment la qualifier autrement, une espèce d'incertitude douloureuse que je ne suis pas prêt d'oublier. Sur le moment, cela m'avait semblé normal. Je l'avais attribué au désespoir d'une amie. Mais j'ai compris plus tard qu'il n'existait pas de tel lien entre les 2 femmes. Qu'il n'y avait ni attachement particulier, ni profond chagrin. Miss Barton aimait bien Miss Durant et sa mort lui avait causé un choc, rien de plus. Mais alors, pourquoi ce regard angoissé? Cette question me revenait sans cesse à l'esprit, je ne m'étais pas trompé sur ce regard. Presque malgré moi, une réponse prit forme. Supposons que l'Espagnol a dit vrai. Supposons que Mary Barton a volontairement et de sang-froid noyé Amy Durant. Elle a réussi à lui maintenir la tête sous l'eau sous prétexte de la secourir. Elle est sauvée par un bateau. Elles sont sur une plage isolée, loin de tout. Et soudain, j'apparais. Elle s'attendait à tout sauf à ça. Un docteur anglais. Elle sait très bien que grâce à la respiration artificielle, on a ranimé des gens qui étaient restés longtemps sous l'eau, beaucoup plus longtemps qu'Amy Durant. Mais elle doit jouer son rôle, s'en aller et me laisser seul avec sa victime. Et quand elle se retourne pour me jeter un dernier regard, son visage exprime une angoisse poignante. Amy Durant va-t-elle reprendre vie et dire ce qu'elle sait? « Oh !» s'écria Jane Elliot. « Cette fois, j'ai la chair de poule. » Vue sous cet angle, l'affaire paraît encore plus sinistre, et la personnalité d'Amy Durant plus mystérieuse encore. Qui était Amy Durant? Pourquoi cette insignifiante demoiselle de compagnie devait-elle être assassinée par son employeuse? Quelle histoire se cachait derrière cette baignade fatale? Elle n'était au service de Mary Barton que depuis quelques mois. Celle-ci l'emmène à l'étranger, et le jour même où elles mettent pied à terre, la tragédie se produit. Des Anglaises, toutes les 2 sympathiques, simples et banales. L'histoire était par trop extravagante, c'est ce que je me dis. J'avais laissé mon imagination s'emballer. « Pourquoi vous n'avez rien fait alors » demanda Miss Elliot. « Ma chère demoiselle, qu'aurais-je pu faire? Je n'avais aucune preuve. La majorité des témoins confirmaient la version de Miss Barton. Mes soupçons se fondaient sur une expression fugace que j'avais peut-être imaginée. Je ne pouvais faire et ne fis qu'une chose. Veiller à ce qu'une vaste enquête soit menée pour retrouver la famille d'Amy Durant. De retour en Angleterre, je passai moi-même voir la propriétaire de sa chambre avec le résultat que l'on sait.
mais vous sentiez que quelque chose clochait, remarqua Miss Marple. Le docteur Lloyd hocha la tête. La plupart du temps, mes pensées me faisaient honte. De quel droit soupçonnais-je cette charmante dame anglaise d'avoir commis de sang-froid un crime odieux? Je fis de mon mieux pour être aussi cordial que possible avec elle pendant le court moment qu'elle passa sur l'île. Je lui vins en aide auprès des autorités espagnoles. Je fis tout ce que peut faire un Anglais pour aider une compatriote à l'étranger, et pourtant je suis sûr qu'elle savait que je la soupçonnais et que je ne l'aimais pas. « Combien de temps resta-t-elle » demanda Miss Marple. « Une quinzaine de jours, je crois. Miss Durant a été enterrée là-bas et elle a pris le bateau pour l'Angleterre environ 10 jours plus tard. Elle était trop bouleversée pour passer l'hiver aux Canaries comme prévu. C'est ce qu'elle a dit. »« Vous paraissait-elle vraiment bouleversée » demanda Miss Marple. Le docteur hésita. « Ma foi, elle n'avait pas l'air changé le moins du monde, » répondit-il prudemment. « Elle n'aurait pas grossi, par hasard ? Vous savez, c'est bizarre que vous me posiez cette question. Maintenant que j'y pense, je crois que vous avez raison. Elle... Oui, on aurait bien dit qu'elle prenait du poids. »« Quelle horreur !» s'exclama Jane Elliot en frissonnant. C'est comme si... elle s'engraissait du sang de sa victime. »« Oui, d'un autre côté, je suis peut-être injuste avec elle, » poursuivit le docteur Lloyd. « Avant de partir, elle a dit quelque chose qui m'a orienté dans une autre direction. Il y a certainement des consciences qui travaillent très lentement, à qui il faut un certain temps pour s'éveiller à l'énormité de leurs actes. Cela s'est passé la veille de son départ. Miss Barton m'avait prié de passer la voir et elle me remercia chaudement de l'aide que je lui avais apportée. Je lui répondis, bien sûr, avec légèreté qu'il n'y avait là rien que de très naturel, et ainsi de suite. Après quoi il y eut un silence, et puis tout à coup, elle me posa une question. « Croyez-vous, me demanda-t-elle, que l'on soit parfois en droit de faire justice soi-même » Je reconnus que la question était épineuse, mais que, tout compte fait, j'y étais opposé. La loi est la loi, il faut la respecter. Mais quand elle est impuissante, je ne comprends pas très bien. C'est difficile à expliquer. On peut commettre un acte unanimement considéré comme un forfait, considéré même comme un crime, pour une très bonne et incontestable raison. Je répliquai ironiquement que c'était certainement l'avis de nombreux criminels, et elle fit marche arrière. « Mais c'est affreux, murmura-t-elle, affreux. » Changeant de ton, elle me pria de lui prescrire un somnifère. Elle ne pouvait plus dormir depuis, elle hésita, depuis cet effroyable choc. « Vous êtes sûr que c'est à cause de cela ? Vous n'êtes pas tourmenté ? Vous avez l'esprit en paix ? » ?»« En paix ? Mais pourquoi n'aurais-je pas l'esprit en paix ? » répliqua-t-elle d'un ton farouche et soupçonneux. « L'inquiétude peut être une cause d'insomnie, dis-je avec légèreté. » Elle parut réfléchir un moment. « Vous pensez à une inquiétude touchant l'avenir ou à une inquiétude à propos d'un passé qu'on ne peut plus modifier ? » ?»« Aux deux. » »« Cela ne servirait à rien de s'inquiéter du passé. On ne peut pas faire revenir... Oh, à quoi bon ? Il ne faut pas y penser. Non, il ne faut pas y penser. Je lui prescrivis un léger somnifère et lui fis mes adieux. Sur le chemin du retour, je ne fis que m'interroger sur ces paroles. On ne peut pas faire revenir. Quoi ? Ou qui ? Je crois que cette dernière entrevue me prépara à ce qui allait suivre. Je ne m'y attendais pas, mais je n'en fus pas vraiment surpris. Parce que, voyez-vous, Mary Barton m'avait frappé comme étant une femme scrupuleuse. Loin d'être une faible pécheresse, elle avait des convictions auxquelles elle accordait ses actes, sans fléchir tant que duraient ses convictions. Je me figurais qu'après notre dernière conversation, elle avait commencé à douter. Ces paroles m'avaient laissé à penser qu'elle commençait à ressentir les premières manifestations de l'examen de conscience, les premières atteintes du remords. L'événement survint dans une petite station balnéaire de Cornouailles, plutôt déserte en cette saison. Cela se passait, laissez-moi réfléchir, fin mars. J'appris la nouvelle par les journaux. Une dame, une certaine Miss Barton, séjournait là, dans un petit hôtel. Elle s'était conduite de façon très bizarre. C'était l'avis de tous. La nuit, elle arpentait sa chambre en marmonnant, empêchant ses voisins de dormir. Elle était passée voir le pasteur,
un matin pour lui annoncer qu'elle avait une communication de la plus haute importance à lui faire. Elle avait, disait-elle, commis un crime. Mais sans aller plus loin, elle s'était levée brusquement en disant qu'elle repasserait un autre jour. Convaincue qu'elle devait être légèrement dérangée, le pasteur ne prit pas ses aveux au sérieux. Le lendemain matin, elle avait disparu. Elle avait laissé un mot dans sa chambre pour le coroner. J'ai essayé de parler au pasteur hier, de tout avouer, mais on ne me l'a pas permis. Elle ne m'a pas laissé faire. Je ne peux réparer que d'une façon, une vie pour une vie. La mienne doit prendre le même chemin que la sienne. Moi aussi, je dois me noyer en haute mer. Je croyais avoir le droit pour moi. Je vois maintenant que ce n'était pas le cas. Pour obtenir le pardon d'Amy, je dois aller à elle. Que l'on n'accuse personne de ma mort. Mary Barton. Ses vêtements furent retrouvés sur le sable d'une crique écartée. Et il paraissait clair qu'elle s'était déshabillée là, puis avait nagé vers le large où tout le monde savait que le courant était dangereux. Son corps ne fut pas retrouvé, mais après un temps, elle fut présumée morte. C'était une femme riche dont on évalua les biens à 100 000 livres. Comme elle était morte intestat, sa fortune revint à ses plus proches parents des cousins établis en Australie. La presse évoqua discrètement la tragédie des Canaries, adoptant la théorie selon laquelle le décès de Miss Durant aurait troublé la raison de son amie. L'instruction rendit le verdict habituel de suicide commis en état d'aliénation. Et le rideau tomba ainsi sur la tragédie d'Amy Durant et de Mary Barton. Un long silence s'ensuivit, puis Jane Ellier reprit sa respiration. « Ah mais, vous ne pouvez pas vous arrêter là. Juste au moment le plus intéressant, continuez. Voyez-vous, Miss Ellier, il ne s'agit pas d'un roman feuilleton. C'est une histoire vraie. Et les histoires vraies prennent fin quand elles veulent. »« Mais je ne veux pas !» s'exclama Jane. « J'ai envie de savoir !»« C'est là que nous devons faire usage de nos cervelles, » expliqua Sir Henry. « Pourquoi Mary Barton a-t-elle tué sa demoiselle de compagnie ? C'est l'énigme que nous propose le docteur Lloyd. »« Oh, eh bien, elle peut l'avoir tuée pour toutes sortes de raisons, » déclara Miss Ellier. « Je veux dire... je ne sais pas. Elle lui tapait peut-être sur les nerfs. Ou elle était jalouse. Encore que le docteur Lloyd n'ait pas fait allusion à un homme, mais peut-être que sur le bateau, vous savez ce qu'on raconte sur les bateaux et les voyages en mer. » Un peu haletante, Miss Ellier se tut, et il parut de plus en plus évident à son entourage que cette charmante tête avait été nettement mieux servie par la nature à l'extérieur qu'à l'intérieur. « J'aimerais pouvoir vous offrir différentes suggestions, » déclara Mrs. Bantry, « mais je vais devoir me contenter d'une seule. Eh bien, à mon avis, le père de Mary Barton avait édifié sa fortune en ruinant le père d'Amy Durant, et Amy avait décidé de se venger. Ah mais non, c'est exactement l'inverse. Ah, quel ennui. Pourquoi la riche patronne a-t-elle tué sa malheureuse demoiselle de compagnie? Ça y est, je sais. Miss Barton avait un jeune frère qui s'était tué par amour pour Mary Durant. Miss Barton a attendu son heure. Amy est déchue de son rang social. Miss Bay l'embauche comme demoiselle de compagnie, l'emmène aux Canaries et met sa vengeance à exécution. Qu'en dites-vous ? Parfait, déclara Sir Henry. Malheureusement, nous ne savons pas si Miss Barton a jamais eu un jeune frère. C'est une déduction, dit Mrs. Bantry. Si elle n'a pas de jeune frère, elle n'a pas de mobile. Par conséquent, elle doit avoir un jeune frère. Comprenez-vous, Watson ? Tout cela est très joli, Dolly, dit son mari, mais ce n'est qu'une supposition. Et bien sûr, déclara Mrs. Bantry, c'est tout ce que nous pouvons faire, supposer. Nous ne possédons aucun indice. Allez-y, mon cher, supposez, vous aussi. Oh, vraiment, je ne sais que dire. Toutefois, à mon avis, il y a peut-être quelque chose à tirer de l'hypothèse de Miss Ellier à propos d'un homme. Il s'agit probablement d'un prêtre catholique. Elle lui avait brodé chacune un surplis ou autre chose, mais il a porté d'abord celui de Miss Durant.
Oh, vous pouvez être sûr qu'il s'agit de quelque chose de ce genre. Et n'oubliez pas qu'elle est allée voir un pasteur à la fin. Ces femmes-là perdent la tête devant les hommes d'église séduisants. On n'entend parler que de ça. Je vais tâcher de vous proposer une solution un peu plus subtile, bien que ce soit encore une pure supposition, dit Sir Henry. Pour moi, cette Miss Barton devait toujours avoir été un peu dérangée. C'est plus fréquent qu'on ne l'imagine. Son délire s'est aggravé, et elle a commencé à croire qu'elle avait le devoir de débarrasser la terre de certaines personnes, sans doute de ce qu'on appelle les femelles infortunées. On ne connaît pas grand-chose du passé de Miss Durant. Il est fort possible qu'elle ait eu un passé infortuné. Miss Barton l'apprend et décide de la supprimer. Mais par la suite, doutant de la légitimité de son acte, elle en est bourrelée de remords. Sa fin atteste qu'elle était complètement dérangée. Partagez-vous mon avis, Miss Marple? Je crains que non, Sir Henry, avoua Miss Marple avec un sourire d'excuse. Sa fin montre au contraire une femme intelligente et pleine de ressources. Un petit cri de Jane Elliot lui coupa la parole. Oh, mais j'ai été stupide. Puis-je avancer une autre suggestion? C'est forcément ça. Du chantage. Sa demoiselle de compagnie la faisait chanter. Seulement, ah oui, non, je ne vois pas pourquoi Miss Marple considère qu'elle a fait preuve d'intelligence en se tuant. Ah, je ne vois pas du tout. Ah, dit Sir Henry, c'est que Miss Marple a connu justement un cas analogue à St. Mary Maid. Vous vous moquez toujours de moi, lui reprocha Miss Marple. Je dois avouer que cette affaire me rappelle un petit peu celle de la vieille Mrs. Trout. Elle touchait dans différentes paroisses l'allocation vieillesse de 3 femmes déjà décédées. C'est certainement un délit ingénieux et bien monté, dit Sir Henry, mais il ne me semble pas jeter la lumière sur notre problème. Évidemment pas, répondit Miss Marple. Pas pour vous, mais certaines de ces familles étaient pauvres et cette allocation était une bénédiction pour les enfants. Je sais que c'est difficile à comprendre vu de l'extérieur. Ce que je voulais dire, c'est que tout reposait sur le fait qu'une personne âgée est très semblable à une autre personne âgée. Hein? Fit Sir Henry, perplexe. Je m'exprime toujours mal. Je veux dire que lorsque le docteur Lloyd nous a décrit la première fois ces 2 dames, il ignorait qui était qui, comme sans doute tout le monde dans l'hôtel. 1 ou 2 jours plus tard, il l'aurait su, mais le lendemain, l'une des 2 était noyée. Et si la survivante déclara s'appeler Miss Barton, il ne vint probablement à l'idée de personne qu'il pouvait en être autrement. Vous pensez? Oh, je vois, dit lentement Sir Henry. C'est la seule explication. Cette chère Mrs. Brantry nous a mis sur la voie. Pourquoi la riche patronne aurait-elle tué sa malheureuse demoiselle de compagnie? Le contraire est tellement plus vraisemblable. Je veux dire, c'est ainsi que les choses se passent en général. Ah oui, fit Sir Henry, vous me choquez beaucoup. Mais bien sûr, poursuivit Miss Marple, elle a dû endosser les vêtements de Miss Marton, et ils devaient être trop serrés sur elle, ce qui a dû lui donner l'air d'avoir un peu grossi. C'est pourquoi j'ai posé la question. Un homme pensera forcément que la dame a grossi et non pas que ses vêtements sont devenus trop petits, encore que ce ne soit pas la bonne façon de le formuler. Mais si Amy Durant a tué Miss Barton, quel bénéfice en a-t-elle tiré? Demanda Mrs. Bantry. Elle ne pouvait pas entretenir indéfiniment cette supercherie. Elle ne l'a fait qu'un mois, fit remarquer Miss Marple. Pendant ce temps, j'imagine qu'elle a voyagé, loin de toute personne qui pouvait la reconnaître. C'est ce que je voulais dire en prétendant qu'une personne d'un certain âge ressemble à une autre. Je ne crois pas que l'on ait prêté la moindre attention à la photographie de son passeport. Vous savez ce que sont les passeports. Puis, en mars, elle s'est rendue dans cette petite station de Cornouailles où elle a commencé à se conduire de façon bizarre, à attirer l'attention sur elle, si bien qu'en découvrant ses vêtements sur la plage et sa lettre, personne ne songe à la solution de bon sens. « À savoir ?» demanda Sir Henry. « Pas de corps, » déclara fermement Miss Marple. C'est ce qui aurait dû sauter aux yeux s'il n'y avait pas eu autant de fausses pistes destinées à vous égarer, y compris le forfait et les remords. Pas
de corps. Voilà le fait significatif. Voulez-vous dire, commença Mrs. Bantry, voulez-vous dire qu'elle n'a éprouvé aucun remords, qu'il n'y a pas eu, qu'elle ne s'est pas noyée? Certainement pas elle, s'exclama Miss Marple. Exactement comme Mrs. Trout. Mrs. Trout avait le génie des fausses pistes, mais avec moi elle a trouvé aussi fort qu'elle. Et je vois aussi à travers Miss Barton et ses remords. Elle, noyée, partie pour l'Australie, si mes suppositions sont justes. Elles sont justes, dit le docteur Lloyd. Elles sont incontestablement justes. Encore une fois, j'ai été pris par surprise. Ma foi, ce jour-là, à Melbourne, vous auriez pu me renverser en me soufflant dessus. Le jour de la fameuse coïncidence, le docteur Lloyd hocha la tête. Oui, ce fut un jour de malchance pour Miss Barton, ou Miss Amy Durand, comme vous voudrez l'appeler. J'étais devenu médecin navigant et, en débarquant à Melbourne, la première personne que j'aperçus dans la rue fut cette dame que je croyais noyée. Comprenant que je l'avais percée à jour, elle prit le parti audacieux de se confier à moi. Une personne étrange, complètement dépourvue de sens moral, j'imagine. Elle était l'aînée de 9 enfants, une famille très pauvre. Ils avaient jadis demandé du secours à une riche cousine anglaise, mais Miss Barton le leur avait refusé sous prétexte qu'elle s'était querellée avec leur père. Ils avaient un besoin désespéré d'argent car la santé délicate des 3 plus jeunes enfants exigeait des soins coûteux. C'est alors qu'Amy Barton mit froidement au point son crime. Elle s'embarqua pour l'Angleterre en qualité de bonne d'enfant, payant ainsi sa traversée sous le nom d'Amy Durand. Elle obtint le poste de demoiselle de compagnie de Miss Barton. Histoire de se créer un personnage, elle loua une chambre où elle entreposa quelques meubles. La noyade fut le fruit d'une soudaine inspiration. Elle attendait qu'une occasion se présente. Ensuite, elle mit en scène le dernier acte du drame et regagna l'Australie. Et le moment venu, elle hérita, avec ses frères et sœurs, de la fortune de Miss Barton, puisqu'ils étaient ses plus proches parents. Un crime très audacieux et très réussi, remarqua Sir Henry. Presque le crime parfait. Si c'était Miss Barton qui était morte aux Canaries, les soupçons se seraient portés sur Amy Durand, et on aurait pu découvrir sa parenté avec la défunte. Mais la substitution d'identité et le double crime, si l'on peut dire, éliminaient tout ce risque. Ah, presque le crime parfait. Qu'est-ce qu'elle est devenue? Demanda Mrs. Bantry. Qu'avez-vous fait, Dr. Lloyd? Je me trouvais dans une situation étrange, Mrs. Bantry. J'avais peu de preuves à apporter, de celles qu'exigent les tribunaux. Et puis, à certains signes, il était clair pour moi, médecin, qu'en dépit de son apparence robuste, Miss Barton n'avait plus que quelque temps à vivre. Je la raccompagnai chez elle et fis connaissance du reste de la famille. Une famille charmante, toute dévouée à leur aîné, à qui l'idée ne serait jamais venue qu'elle ait pu commettre un meurtre. Pourquoi les accabler de chagrin quand je ne pouvais rien prouver? Personne d'autre que moi n'avait entendu la confession de la dame. Je laissais la nature suivre son cours. Miss Barton mourut 6 mois après notre rencontre. Je me suis souvent demandé si elle était restée jusqu'à la fin aussi gaie et dépourvue de remords. Sûrement pas, dit Mrs. Bantry. Je pense que si, dit Miss Marple. Ce fut le cas de Mrs. Trout. Jane Elliot se secoua un peu. Ma foi, c'est très très excitant. Je n'ai pas bien compris qui a noyé qui. Et que vient faire dans l'histoire cette Mrs. Trout? Rien, ma chère petite, répondit Miss Marple. C'est seulement quelqu'un du village, quelqu'un de pas très gentil. Ah, quelqu'un du village. Mais il ne se passe jamais rien dans un village, n'est-ce pas? Ah, je suis sûre que si j'habitais un village, je serais totalement dépourvue d'esprit.